Je m'appelle Isaiah Holloway et j'ai 70 ans. Toute ma vie, j'ai cru que si tu travaillais dur et que tu élevais bien tes enfants, tu mériterais une vieillesse paisible. Je me trompais. La semaine dernière, mon fils André m'a emmené dans un bar chic. Quand il s'est éloigné pour prendre un appel, le jeune barman s'est penché vers moi, les yeux écarquillés de peur. Il m'a dit que mon fils n'était pas au téléphone. Il m'a dit où André se trouvait vraiment et qui il rencontrait. 5 minutes plus tard, je me faufilais par la fenêtre des toilettes, mes vieux os hurlant de protestation. Ce que j'ai vu dans cette ruelle sombre m'a brisé le cœur. Et puis, cela m'a rempli d'une résolution froide et dure. Ma visite a commencé 2 jours plus tôt, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans la cuisine de mon fils. C'était l'endroit le plus propre que j'avais jamais vu. Et je ne dis pas ça dans le bon sens. C'était stérile. Tout était soit d'un blanc éclatant, soit d'un gris froid. Il n'y avait pas une seule photo de famille. Pas un seul manier coloré rapporté de vacances. Cela ressemblait plus à un showroom de magazine qu'à un endroit où les gens vivaient réellement. Ma belle-fille, Brooke, disposait une salade dans une assiette. Cela ressemblait à une œuvre d'art moderne. Elle ne se préparait pas à la manger. Elle la prenait en photo avec son téléphone, tournant l'assiette dans tous les sens pour capter la lumière parfaite. « Il faut capturer l'authenticité du moment », dit-elle dans le vide, les yeux rivés sur l'écran. « Les gens en ligne ont soif de ce qui est réel. » Je me demandais ce qu'il y avait de réel dans une salade à 20 € que personne n'allait manger. J'ai regardé mes propres mains, les callosités et les cicatrices de 50 ans de travail avec le bois et l'acier. Ça, c'était réel. André est entré alors, tenant 2 verres de vin. Il en a posé un devant moi. « Goûte ça, papa, c'est un rouge français, » dit-il. Pas comme cette piquette bon marché que tu bois d'habitude. J'ai doucement repoussé le verre. Ma femme Annette n'a jamais aimé l'alcool dans la maison après les problèmes de son père. André le savait. Peut-être qu'il avait oublié. Ou peut-être qu'il s'en fichait tout simplement maintenant. « Alors papa, raconte à Brooke une de tes vieilles histoires, » dit André. « Parle-lui de comment tu as construit l'atelier de menuiserie toi-même, depuis zéro. » J'ai commencé à raconter la vraie histoire, celle des débuts, quand il fallait récupérer des planches sur les chantiers, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter du neuf. Je leur ai parlé de cette nuit où une tempête avait failli arracher le toit, et comment Annette et moi étions restés debout toute la nuit avec des seaux et des bâches. C'étaient mes souvenirs, les fondations de notre famille. Et puis mon vieil ami Henderson m'a prêté 500 francs avec rien de plus qu'une poignée de main. André m'a coupé immédiatement avec un petit rire forcé. Ce que papa veut dire, c'est qu'il a présenté un solide business plan et qu'il a obtenu un financement initial d'un investisseur providentiel. Il s'est tourné vers Brooke et lui a fait un clin d'œil. Mon père peut être un peu trop modeste parfois. Je me suis tu. Il ne reformulait pas simplement mes mots. Il réécrivait mon passé. Il effaçait la pauvreté, la lutte, la gentillesse des amis et transformait ma vie en quelque chose de propre et brillant pour son nouveau monde. Je suis juste content que tu aies finalement vendu cet endroit, continua André. C'était un fardeau. Maintenant, tu peux enfin te détendre et profiter de ta retraite. Un fardeau ? Il appelait l'héritage de ma femme, l'endroit qui contenait 40 ans de notre sueur et de nos rires. Un fardeau. Ma poitrine s'est serrée. Après le dîner, André a posé une épaisse pile de papier sur la table devant moi. L'odeur âcre du papier neuf et de l'encre d'imprimante remplissait l'air. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Juste des papiers d'investissement, papa ?» dit-il, sa voix un peu trop lisse. J'ai parlé avec mon conseiller financier. Ils ont un portefeuille fantastique pour les retraités. 0 risque, rendement stable. Tu as juste besoin de signer ici. Je m'occupe du reste. J'ai regardé les documents. Il devait y avoir au moins 30 pages, remplies de petits caractères et de termes juridiques que je n'avais jamais vus auparavant. « Laisse-moi d'abord les lire, » ai-je dit en tendant la main vers la pile. Un éclair d'agacement a traversé le visage d'André. « Papa, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est compliqué. J'ai déjà tout lu. C'est bon pour toi, je te le promets. »« Fiston, » ai-je dit, ma voix basse et ferme. « Je n'ai pas signé un seul document sans le lire d'abord en 70 ans. Je ne vais pas commencer maintenant. » Un nouveau type de silence a rempli la pièce. Ce n'était plus seulement gênant, c'était lourd. Je pouvais sentir son impatience, sa frustration. Il cachait quelque chose. Un homme honnête n'est jamais pressé. Il a laissé échapper un long soupir frustré. « Très bien, » dit-il en se levant. « Mais ne prends pas trop de temps. Les bonnes opportunités n'attendent pas éternellement. » Il est sorti de la pièce, me laissant seul avec les papiers et un sentiment froid de terreur qui commençait à prendre racine dans mes entrailles.
Pour compenser la tension, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, André m'a emmené dans un bar dans la rue. Ce n'était pas un vrai bar, pas comme ceux que je connaissais. Cet endroit était sombre et élégant, avec une musique douce qui sonnait comme un battement de cœur lent. L'air sentait le parfum cher et le whisky qui coûtait plus cher par verre que ce que je gagnais en une journée. Il y avait des jeunes gens partout, tous habillés de vêtements élégants, leurs visages éclairés par la lueur bleue de leur téléphone. Je me sentais comme un fantôme d'une autre époque, une photographie en noir et blanc dans un monde de couleurs numériques éblouissantes. André m'a commandé un jus de canneberge sophistiqué. Il n'a pas demandé ce que je voulais. Il continuait à jeter des coups d'œil à son téléphone, son pouce glissant nerveusement sur l'écran. Il n'était pas là avec moi. Pas vraiment. Après environ 5 minutes, son téléphone a vibré. « Ah, merde !» dit-il en se levant. « C'est le boulot, un gros client de l'étranger. Je dois prendre cet appel. C'est important. » Il n'a pas attendu ma réponse. Il m'a juste serré l'épaule et s'est précipité vers la porte. « Je reviens tout de suite !» a-t-il crié. Mais je savais qu'il ne reviendrait pas. J'étais laissé seul au bar Poli, un homme de 70 ans en chemise à carreaux, abandonné par mon propre fils. Je suis resté assis là pendant longtemps, regardant la glace dans mon verre fondre. J'ai senti une présence à côté de moi et je me suis tourné pour voir le barman. C'était un jeune homme, peut-être 25 ans, avec des yeux vifs et intelligents. « Monsieur » dit-il doucement, se penchant plus près. « Je ne devrais probablement pas dire ça, mais votre fils n'est pas au téléphone. » Mon cœur a fait un bond. « Quoi ?» Il a jeté un coup d'œil nerveux vers la porte. « Il est dans la ruelle derrière le bar. Il y a un homme là-bas, un homme en costume cher. Il parle d'argent, beaucoup d'argent, et ça n'a pas l'air bien. » Le sang s'est glacé dans mes veines. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire que votre fils a l'air désespéré, monsieur. Et l'homme avec qui il parle, je l'ai déjà vu ici. Il prête de l'argent aux gens. Pas le genre de prêt qu'on obtient dans une banque. Le genre qui fait que les gens disparaissent quand ils ne peuvent pas payer. » Mes mains se sont mises à trembler. « Où est cette ruelle ?» Il a pointé du doigt. « Par là, les toilettes ont une fenêtre. » Je me suis levé et je me suis dirigé vers les toilettes. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Dans les toilettes, j'ai grimpé sur la cuvette et j'ai poussé la petite fenêtre. C'était étroit, mais la peur m'a donné de la force. Je me suis glissé à travers et je suis tombé dans la ruelle sombre. Et c'est là que je l'ai vu. Mon fils, André, debout avec un homme en costume qui coûtait probablement plus que ma voiture. L'homme avait le genre de visage que l'on n'oublie jamais. Dur, froid, calculateur. Il tenait une enveloppe épaisse. « Tu me dois 50 000 €, André, » disait l'homme, « et tu es déjà en retard de 2 mois. Mon patron commence à perdre patience. »« Je sais, » disait André, et sa voix était brisée, désespérée. « Mais j'ai un plan. Mon père, il a une maison. Elle vaut au moins 400 000. Je vais la lui faire signer. Je te promets, Silas, je te promets que je vais te payer. » L'homme, Silas, a ri. Un rire froid et sans humour. « Tu ferais mieux, parce que si tu ne le fais pas, ce ne sera pas juste de l'argent que tu perdras. » Mon cœur s'est brisé. Mon propre fils me volait. Pas juste de l'argent, ma maison. L'héritage d'Annette. L'endroit où nous avions construit notre vie ensemble. Je suis resté dans l'ombre, invisible, et j'ai regardé André hocher la tête, accepter l'ultimatum. J'aurais pu sortir de l'ombre, lui crier dessus, le confronter. Mais quelque chose m'a arrêté. Si je le faisais, il nierait. Il mentirait. Non. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'aide. Quand je suis retourné au bar, André était déjà là, souriant comme si de rien n'était. « Désolé pour ça, papa ?» dit-il. « Le boulot, tu sais comment c'est ?» J'ai hoché la tête, j'ai souri. Et à l'intérieur, j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids sur la poitrine. Brooke m'a apporté un bol de flocons d'avoine sans saveur, avec un sourire plein de douceur artificielle. « C'est important d'écouter son corps à votre âge, » dit-elle. « À votre âge. » Les mots étaient censés sonner comme de la sollicitude, mais maintenant je les entendais pour ce qu'ils étaient. Un rejet. Une façon de dire que j'étais fragile, peu fiable, peut-être même un peu sénile. André est arrivé, déjà habillé d'un costume qui coûtait probablement 1 000 €. « Prends les choses doucement aujourd'hui, papa, » dit-il. « Ne t'inquiète de rien, surtout pas de ces papiers compliqués. Je t'ai dit que je m'occuperais de tout. » Il m'observait,
Jaugeais ma réaction. Chaque mot qu'il prononçait maintenant avait un double sens. J'ai hoché lentement la tête. « Merci, fiston », ai-je murmuré. « J'ai de la chance de t'avoir pour veiller sur moi. » Le mensonge avait le goût du poison sur ma langue, mais je l'ai avalé. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée se refermer, mon acte était terminé. Je n'étais plus un vieil homme fatigué. J'étais un chasseur, et ma proie venait de quitter la maison. Il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais avoir confiance. J'ai trouvé ma vieille tablette, et j'ai trouvé son numéro dans mes contacts. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Imani Vance à l'appareil. « Imani », ai-je dit, ma voix rauque. « C'est Ike. Ike Holloway. » Il y a eu une brève pause, puis son ton s'est instantanément réchauffé. « Ike. Bon sang, ça fait trop longtemps. Comment tiens-tu le coup, vieil homme? Nous ne nous étions pas parlé depuis les funérailles d'Annette. Imani et ma femme avaient été amies pendant des décennies, depuis qu'elles étaient toutes deux de jeunes femmes se battant pour des projets communautaires dans notre quartier. Imani était devenue avocate, une avocate féroce, mais elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. « Je tiens le coup, Imani, mais j'ai besoin de ton aide, » ai-je dit. C'est à propos d'André. La chaleur dans sa voix a été remplacée par une concentration professionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pris une profonde inspiration. Il veut que je signe des papiers. Il les appelle des papiers d'investissement. Dit qu'ils sont pour sécuriser ma retraite. J'ai regardé l'épaisse pile de documents sur la table de nuit. Mais il était pressé, Imani, vraiment pressé, et quelque chose ne me semble pas correct. D'accord, Ike, dit-elle. Ne signe rien. Tu m'entends? Pas même ton nom sur une serviette. Peux-tu me faire parvenir ces papiers? Comment? La caméra sur ta tablette est meilleure que tu ne le penses. Je vais t'envoyer mon adresse email. Je veux que tu prennes une photo claire de chaque page. Chaque page, Ike. Puis, envoie-les-moi. Je peux faire ça, ai-je dit. Bonhomme. Et Ike, sois prudent. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, écoute-le. Ton instinct a eu raison pendant 70 ans. Nous avons raccroché. Une par une, j'ai posé chaque page à plat sur le couvre-lit et j'ai pris une photo. Tout le temps, je me sentais comme un espion dans la maison de mon propre fils. Après avoir envoyé la dernière photo, le silence de la maison s'est abattu sur moi. C'était un silence lourd de secrets. Je suis descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau. J'ai ouvert un tiroir, cherchant un simple verre. C'était un tiroir fourre-tout, mais en dessous de tout, une pile d'enveloppes tenues ensemble par un gros élastique. Ma main n'a hésité qu'une seconde avant de les prendre. C'étaient des lettres de société de cartes de crédit, d'un concessionnaire automobile, d'un groupe de prêts privés. J'ai sorti celle du dessus. Les mots étaient imprimés en encre rouge vif. Avis final. Mon sang s'est glacé. J'en ai sorti une autre. Paiement en retard. Une autre. Paiement immédiat requis. C'était une pile de honte. Cette maison parfaite n'était pas un foyer. C'était une scène. Et les accessoires étaient tous faux. J'ai remis les lettres exactement comme je les avais trouvées. Mes yeux ont parcouru le salon, mais maintenant, je le voyais différemment. Le grand tableau sur le mur n'était pas une peinture, c'était une impression bon marché. Le sac à main de Brooke n'était pas du vrai cuir, mais du plastique. La montre d'André était creuse comme un jouet. Tout était une illusion soigneusement construite. Mon fils n'avait pas juste un petit problème, il se noyait. Juste à ce moment-là, ma tablette a vibré. C'était Imani. Le temps d'attendre était terminé. Imani. Ike, dit-elle. Sa voix était plate, froide comme de l'acier. J'ai lu chaque page, Ike. Je l'ai lu 2 fois. Ton fils est un menteur. Il n'y avait aucune gentillesse dans ces mots, seulement une honnêteté brutale. Ce ne sont pas des documents d'investissement. Il n'y a pas de portefeuille pour les retraités. C'est tout un mensonge, Ike. Une fabrication complète. Le sol semblait se dérober sous moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est alors? C'est un acte de renonciation, Ike, dit-elle, prononçant le mot lentement, comme un juge prononçant une sentence de mort. Tu sais ce que c'est? Non, ai-je murmuré. Cela signifie que tu cèdes ta propriété. Tu donnes ta maison, la maison dans laquelle Annette et toi avez mis toute votre vie, à André, volontairement, pour la somme d'1 €. C'est enterré à la page 17 dans un paragraphe tellement plein de jargon juridique qu'il est conçu pour que tes yeux se voilent. C'est un piège, Ike, le plus vieux et le plus cruel des tours. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était serrée. Ma maison, le jardin d'Annette, la balançoire du porche,
Les murs qui avaient contenu tous nos rires et toutes nos larmes. Il essayait de tout voler. Une fois que tu signes ça, Ike, c'est fait, dit Emani. C'est juridiquement contraignant. Tu lui donnerais volontairement tout. Tu n'aurais pas de maison, pas d'actifs, rien. Il pourrait te mettre à la rue le lendemain et il n'y aurait rien que je puisse faire. Il n'essaie pas de sécuriser ton avenir, Ike. Il essaie de le voler pour payer le sien. Je me suis effondré sur un tabouret. La belle pièce stérile semblait tourner autour de moi. J'ai pensé à André petit garçon, pleurant dans mes bras après être tombé de son vélo. J'ai pensé à tous les sacrifices qu'Annette et moi avions faits pour lui. Et c'était comme ça qu'il nous remboursait. Le choc était si profond qu'il dépassait la tristesse. Il s'est installé profondément dans mes os comme une immobilité froide et lourde. Le genre d'immobilité qui vient avant un ouragan. Imani parlait toujours, me parlant d'options légales. Mais je n'écoutais plus vraiment. Je regardais mon reflet dans l'écran noir de la tablette. La peur avait disparu des yeux du vieil homme. Elle avait été remplacée par quelque chose de dur, quelque chose d'implacable. La tempête était arrivée. Quand ils sont rentrés à la maison ce soir-là, la guerre psychologique a commencé. Elle a commencé par de petites attaques insidieuses, conçues pour me faire douter de mon propre esprit. André est entré. « Hé, papa, je voulais juste te faire savoir que j'ai mis tes clés dans le bol en céramique près de la porte. Comme ça, tu sauras toujours où elles sont. On ne veut pas que tu les perdes. » Je ne les avais pas perdues. Elles étaient sur la table juste à côté de ma chaise. Il les avait déplacées. C'était un message. C'est moi qui contrôle ici, pas toi. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai mentionné que je devais appeler mon vieux voisin Georges. Brooke a regardé André avec une inquiétude exagérée. « Ike, chérie, tu ne te souviens pas qu'André te l'a dit hier? La femme de Georges est décédée il y a 6 mois. Nous étions tellement inquiets de comment tu prendrais la nouvelle. » Je les ai fixés. J'avais parlé à Georges la semaine dernière. Sa femme Marthe allait bien. Mais il me regardait avec une telle sympathie convaincante que pendant une fraction de seconde, une vague terrible de doute m'a envahi. J'ai vu une lueur de triomphe dans les yeux d'André avant qu'il ne la masque. « C'est bon, papa. La mémoire devient capricieuse. Nous sommes là pour toi. » Ils essayaient de construire une cage autour de mon esprit. Ils ont commencé à cacher des choses. Mes lunettes disparaissaient de la table de nuit et réapparaissaient dans le réfrigérateur. Mon portefeuille manquait de ma veste pour que Brooke le trouve dans le sucrier. L'attaque la plus vicieuse est venue du téléphone de Brooke. Ce soir-là, je l'ai vu taper furieusement, un petit sourire triste sur le visage. Quelques heures plus tard, ma tablette a vibré. Un ami avait partagé une publication de Brooke. Il y avait une photo de moi prise quand je ne regardais pas. J'étais assis près de la fenêtre et la lumière m'avait saisi d'une manière qui me faisait paraître fatigué, perdu. La légende était un chef-d'œuvre de cruauté. C'est l'un des voyages les plus difficiles qu'une famille puisse entreprendre. Prendre soin d'un parent qui s'éteint lentement. Certains jours sont plus clairs que d'autres. C'est déchirant de voir l'homme qui était autrefois si fort devenir confus par les choses les plus simples. Soins aux aînés. Josh sensibilisation Alzheimer. Josh Jaime mon papa. Elle peignait un récit public. Elle disait au monde qu'Isaiah Holloway perdait l'esprit. Elle créait une histoire qui ferait douter n'importe qui de ma compétence. J'ai lu la publication et une rage si pure et si froide m'a rempli qu'elle a brûlé toute tristesse restante. Ils n'essayaient pas juste de voler ma maison. Ils essayaient de voler mon identité. Ils essayaient de m'effacer. J'ai fermé la tablette. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce où ils étaient assis et j'ai laissé une expression légèrement confuse s'installer sur mon visage. S'ils voulaient que je sois un vieil homme oublieux, alors c'est exactement ce que je serais. Je jouerais leur jeu. Et de l'intérieur de ma cage, je trouverais un moyen de déchirer leur monde entier. Je me suis penché dans leur récit. J'ai embrassé le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le lendemain matin, je suis descendu et j'ai demandé à Brooke quel jour on était. « C'est mercredi, Ike, » dit-elle patiemment. 5 minutes plus tard, j'ai demandé à André la même chose. Lui et Brooke ont échangé un regard de victoire. « C'est mercredi, papa, comme Brooke te l'a dit. » J'ai regardé la table, feignant la confusion. Oh, bien sûr. À l'intérieur, j'étais un ressort enroulé. Chaque mot condescendant était du carburant. Un vieil homme oublieux est invisible. Il est inoffensif. C'est quelqu'un devant qui on peut parler librement. Et donc je suis devenu invisible. J'ai commencé à me parler à moi-même. Je me tenais au milieu d'une pièce, regardant autour de moi comme si j'avais oublié pourquoi j'étais venu.
Je luttais avec leur télécommande compliquée jusqu'à ce qu'André vienne avec un soupir et mette une chaîne nature. Alors que je prétendais être captivé par une émission sur les oiseaux, j'écoutais en réalité. J'écoutais leurs appels chuchotés sur les taux d'intérêt. J'écoutais Brooke se plaindre du coût de leur voyage à Aspen. J'écoutais André dire à l'homme de la ruelle « Juste quelques jours de plus. Mon père n'est pas tout à fait là. C'est juste une question de trouver le bon moment. » Il devenait négligent. Et chaque détail que j'entendais, je le stockais. J'ai envoyé un message à Imani. « Peux-tu trouver des informations sur un homme nommé Silas Thorne, prêteur, dangereux ?» Sa réponse est arrivée rapidement. « Je le connais, requin de près. Très mauvaise nouvelle. Ton fils est dans une eau très profonde, Hic. Combien de temps avant qu'on puisse agir ? Bientôt, très bientôt. Tiens bon, et continue à jouer le vieil homme confus. Tu es brillant. » Puis, une semaine plus tard, André a fait son mouvement. « Papa, dit-il un matin, j'ai pensé qu'aujourd'hui on pourrait s'occuper de ces papiers. Tu n'as même pas besoin de les relire. Je te promets que tout est en ordre. » Il a posé la pile devant moi. Il a sorti le stylo cher. Il a tapoté la ligne vierge. « Juste ici, papa, c'est tout. » J'ai regardé les papiers. J'ai regardé mon fils. Et j'ai vu le désespoir dans ses yeux. Le désespoir d'un homme qui se noyait. « D'accord, fiston, » ai-je dit doucement. « Si tu dis que c'est bon, je te fais confiance. » Sa main tremblait, en me tendant le stylo. J'ai tendu la main. J'ai pris le stylo. Et puis, juste au moment où la pointe allait toucher le papier, j'ai arrêté. « Attends, » ai-je dit. « Il y a quelque chose dont je dois me souvenir. »« Papa, non, il n'y a rien, » dit André, sa voix tendue. « Signe juste, s'il te plaît. »« Non, » ai-je dit, et ma voix était plus forte maintenant, plus claire. « Il y a quelque chose qu'Annette m'a dit, quelque chose d'important. » Le masque du vieil homme confus était tombé. « Annette m'a dit, » ai-je continué, ma voix maintenant ferme, « de ne jamais, jamais signer quelque chose que je ne comprenais pas complètement. Et tu sais quoi, fiston ? Je comprends maintenant, je comprends parfaitement. » Le visage d'André est devenu blanc comme un linge. « Papa, je sais ce que c'est, » ai-je dit en tapotant les papiers. « Un acte de renonciation. Tu essaies de me faire donner ma maison, la maison de ta mère, pour 1 euro. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Brooke était entré et s'était figé dans l'embrasure de la porte. « Comment... » André a commencé. « Comment je le sais ?» J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Parce que je ne suis pas stupide, André. Je ne suis pas sénile. Je ne suis pas confus. J'ai joué un rôle que vous m'avez donné. Et pendant que vous pensiez que j'étais en train de perdre l'esprit, je vous observais, je vous écoutais, je rassemblais des preuves. Brooke a laissé échapper un petit son étranglé. « Et je sais pour Silas Thorne, » ai-je continué. « Je sais que tu lui dois 50 000 euros. Je sais qu'il t'a menacé. Je sais que tu es désespéré. Papa, s'il te plaît. » La voix d'André s'est brisée. « Tu ne comprends pas, je suis en difficulté, vraiment en difficulté. Si je ne lui paie pas... » « Alors tu as décidé de me voler ? De voler l'héritage de ta mère ? De me mettre à la rue ? » ?»« Non !» André s'est levé d'un bond. « J'allais juste utiliser la maison comme garantie. J'allais obtenir un prêt. Et puis je te la rendrai. Je te le jure. »« Avec quel argent, André ?» J'ai fait un geste vers la maison. « Tout ceci est faux. Les tableaux, les sacs, la montre. Même votre mariage est faux. Vous vivez dans une illusion. Et vous étiez prêt à me détruire pour la maintenir. » Brooke a commencé à pleurer. Des sanglots bruyants, laids, réels. « Je suis désolé, » sanglotait André. « Je suis tellement désolé, papa. Je ne savais pas quoi faire d'autre. »« Tu aurais pu me demander de l'aide ?» ai-je dit doucement. « Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu être un homme. » J'ai ramassé les papiers. J'ai ramassé mon téléphone. Et j'ai composé un numéro. « Imani. » ai-je dit quand elle a répondu. « C'est le moment. » 2 jours plus tard, nous étions tous réunis dans le bureau d'Imani, au 50e étage d'une tour de verre à Paris. André et Brooke étaient assis d'un côté de la grande table, moi et Imani de l'autre. Et entre nous, dans un costume qui coûtait probablement plus que ma première voiture, se trouvait Silas Thorne. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» a-t-il demandé, sa voix un grondement bas. « J'ai des affaires à régler. »« Oh, mais vous êtes impliqué dans cette affaire, monsieur Thorne ?» dit Imani, sa voix douce comme de la soie, mais tranchante comme un rasoir. « Très impliqué. » Elle a ouvert un dossier épais
et a commencé à étaler des documents sur la table. Voici les contrats de prêt que vous avez signés avec André Holloway. Prêts avec des taux d'intérêt qui sont juste en dessous du seuil de l'usure criminelle. Astucieux. Thorne s'est penché en arrière, un sourire narquois sur le visage. « Tout est légal, j'ai des avocats. »« Oh, je n'en doute pas, » dit Immani. « Mais voici ce qui est intéressant. Monsieur Holloway ici présent était sur le point de vous offrir comme garantie une propriété qu'il prétendait posséder, une maison d'une valeur de 400 000 €. C'est exact, dit Thorne. Et il ne possède pas cette maison. Il ne l'a jamais possédée. Le sourire de Thorne a vacillé. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que cette propriété appartient à une fiducie. Une fiducie créée il y a 5 ans par Annette Holloway, l'épouse de Monsieur Isaiah Holloway et la mère d'André. Elle a poussé le document vers le centre de la table. Cette fiducie a été créée pour protéger l'héritage familial, pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais être vendu, hypothéqué ou utilisé comme garantie sans l'approbation unanime de tous les bénéficiaires. Ces bénéficiaires sont Isaiah Holloway, la Community Land Trust de leur ville natale, et un conseil de 3 administrateurs indépendants. Le silence dans la pièce était total. Annette Holloway était une femme sage, continua Immani. Elle connaissait son fils, elle l'aimait, mais elle connaissait ses faiblesses. Elle a créé cette fiducie quand André avait à peine 25 ans et qu'il commençait à vivre au-dessus de ses moyens. Elle l'a fait pour le protéger de lui-même. Elle s'est tournée vers André. Ce que cela signifie, André, c'est que cette maison n'a pas appartenu à ton père depuis 5 ans. Elle appartient à une fiducie. Ton père ne peut pas te donner ce qu'il ne possède pas. Tu essaies de vendre une maison qui n'a jamais été à toi. André était figé, son visage un masque de dévastation totale. Vous voyez, dit Immani, sa voix tombant à un ton glacial, ce que vous avez fait ici, André, c'est plus qu'une querelle familiale. C'est plus qu'un mensonge. Quand vous créez sciemment un document frauduleux, un acte de renonciation pour une propriété sur laquelle vous n'avez aucun droit légal, avec l'intention de l'utiliser comme garantie pour obtenir un prêt, ça s'appelle de la fraude bancaire. Et quand l'entité que vous essayez d'escroquer est une fiducie légalement établie, cela élève le crime significativement. Nous parlons d'une infraction fédérale. C'était le mot qui a brisé le charme. Fédéral. Brooke a fait un petit son blessé comme un animal mourant. Non, gémit-elle, mais c'est Silas Thorne qui a réagi en premier. Il s'est levé d'un bond, son calme complètement disparu, remplacé par une fureur brute. « Je n'ai rien à voir avec ça », a-t-il grondé. Il a pointé un doigt tremblant vers André. Ce petit ver est venu me voir. Il a juré que la maison était à lui. Il m'a apporté des documents falsifiés, une fausse évaluation. Il m'a menti. Je suis la victime ici. J'ai été trompé. Le chaos a éclaté. Brooke s'est mise à sangloter, de gros sanglots laids. « André, dis-leur que ce n'est pas vrai. » Mais André ne pouvait pas parler. Il était effondré sur sa chaise, un homme complètement brisé. L'illusion de succès qu'il avait passé des années à bâtir avait été oblitérée en moins de 5 minutes. Thorne arpentait la pièce. C'est un désastre, une affaire fédérale, la réputation de mon entreprise détruite. Il s'est retourné vers André. « Espèce de petit homme stupide, tu pensais vraiment t'en tirer ? J'ai observé tout cela, observateur silencieux dans la tempête que j'avais créée. Je ne ressentais aucune joie. Voir mon fils s'effondrer était la chose la plus douloureuse que j'avais jamais vécue. Mais je savais que cela devait arriver. C'était le prix terrible, mais nécessaire de la vérité. Brooke s'est tourné vers André, mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. « Tu m'avais promis notre voyage à Aspen. Mes followers, ma marque, tout est ruiné. » L'image qu'elle avait construite, la fantaisie soignée d'une vie parfaite, avait été mise en feu. Au milieu du chaos, je me suis lentement levé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai pas regardé Thorne. Je n'ai pas regardé Brooke. J'ai regardé mon fils. « Ta mère, ai-je commencé, ma voix calme mais remplissant la pièce, a toujours vu le meilleur en toi, André. Même quand tu ne pouvais pas le voir en toi-même. Elle connaissait ton bon cœur, mais elle connaissait aussi ta fierté, ta peur de l'échec qui pourrait te mener sur un chemin sombre. J'ai fait un pas plus près. Elle n'a pas créé cette fiducie pour te punir. Elle l'a créée pour te protéger. Elle savait que ce monde d'argent facile et de faux succès pouvait t'avaler tout entier. Elle essayait de protéger l'héritage de la famille, André. Et cet héritage n'est pas une maison. Ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est l'intégrité. C'est savoir faire la différence entre ce qui est réel
et ce qui n'est que pour l'apparence. J'ai sorti de ma poche mon vieux portefeuille usé. J'en ai retiré une carte de visite froissée et je l'ai placée sur la table devant lui. C'était la carte du directeur de la Community Land Trust. « Elle t'a laissé une opportunité, fiston », ai-je dit doucement. « Un chemin de retour. Tu pourrais aller les voir, proposer ton aide, manier un marteau, apprendre ce que cela signifie vraiment de construire quelque chose de réel avec tes propres mains. Pas pour l'argent, pas pour l'apparence, pour ton âme. Le choix t'appartient. » Je n'avais pas besoin de porter plainte. Je n'avais pas besoin de le voir en prison. Le monde qu'il avait construit pour lui-même était déjà sa prison. Je venais juste de lui tendre la clé. Qu'il choisisse de l'utiliser ou non dépendait de lui. Sans un autre mot, je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Immani a suivi, sa main reposant brièvement sur mon épaule. Je n'ai pas regardé en arrière les débris que je laissais derrière moi. Je suis sorti de cette tour de verre froide et je suis entré dans le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais en paix. Je n'avais pas détruit mon fils. J'avais protégé l'héritage de ma femme. J'avais défendu ma dignité. L'ordre avait été rétabli. Cette expérience m'a enseigné une dernière leçon. Une leçon de ma femme, Annette. Le véritable héritage d'une famille n'est pas la propriété ou l'argent que vous laissez derrière vous, mais l'intégrité et la sagesse que vous protégez pour l'avenir. Mon fils se noyait dans un monde de faux succès. Et dans son désespoir, il a essayé de m'entraîner avec lui. J'ai appris que parfois le plus grand acte d'amour n'est pas de protéger vos enfants de leurs erreurs, mais de les forcer à confronter une vérité dure et douloureuse. J'ai dû protéger notre véritable héritage, construit sur la dignité, de l'illusion de richesse qui peut détruire une famille de l'intérieur.